bonjour à tous et à toutes et merci de m'accueillir parmi vous. Alors je vais partager un diaporama. Vous ne me verrez plus quelques instants, mais on se reverra après. Ce diaporama étant un peu la structure de mon intervention. Voilà, normalement, vous devriez le voir apparaître. C'est bien cela? Oui, Parfait. Oui, ça marche, parfait. Je vous propose effectivement, en tout cas c'est ce qui m'a été demandé de faire, de vous présenter quelques éléments sur ce qu'on peut appeler une ingénierie de parcours, en tout cas s'intéresser au parcours, aux itinéraires professionnels, et pas seulement donc intervenir à un moment donné de l'itinéraire d'une personne, de l'itinéraire professionnel, par exemple intervenir en matière de formation, proposer un stage, proposer une formation, mais s'intéresser à l'accompagnement d'un itinéraire ou d'un parcours professionnel, ce qui est devenu une orientation importante aujourd'hui. Et donc je voudrais préciser en quelques mots, bien entendu, dans quel contexte ça se situe, pourquoi, comment, quelles questions ça pose, évidemment à la formation, etc. Alors, peut-être premier point, si vous voulez bien. Évidemment, le diaporama, je ne vais pas le lire, je vais plutôt commenter, mais ça vous laisse des traces comme ça et ça vous permet de suivre peut-être si la liaison, normalement la liaison devrait être bonne puisque je suis dans mon bureau à l'université, mais il se peut qu'il y ait aussi des coupures. Donc, commencer par dire qu'il y a aujourd'hui tout de même, quand on regarde un peu le champ de la formation, du travail au sens large, on voit qu'il y a une certaine valorisation, un intérêt social à parler, pas seulement de l'activité professionnelle, pas seulement de la formation type stage ou séquence de formation formelle, alternée ou non, mais de s'intéresser à des parcours, à des itinéraires professionnels. Vous avez, alors je passe sur le détail, mais si ça vous intéresse, je pourrais revenir plus en détail sur ce point, mais vous avez beaucoup de travaux de recherche, notamment dans ce qu'on appelle le champ de l'éducation et de la formation d'adultes, qui m'intéresse particulièrement depuis, je dirais, une vingtaine d'années, et là, ça prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui sur la question de la connaissance, la compréhension des parcours des adultes en formation, mais aussi au travail, donc les parcours de vie, en considérant qu'on s'intéresse non seulement au parcours professionnel, mais aussi au parcours professionnel tel qu'il est, comment dire, interrompu, voulu ou non voulu, par des événements personnels d'ordre privé. Et vous avez beaucoup de recherches aujourd'hui. Enfin, il y a plusieurs collègues qui sont qui proposent des travaux très intéressants sur ce qu'on appelle aussi les transitions professionnelles, en considérant que ça ne se vit pas évidemment que de façon, je dirais, négative, pesante. Ça ne s'accompagne pas que d'une souffrance. Parfois, ça peut être aussi souhaité, bien entendu, et donc on a un certain nombre de travaux qui sont intéressants de ce point de vue. Alors ça c'est bon, c'était une petite parenthèse s'agissant disons des travaux de recherche sur ces questions aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a, et c'est le sens de cette première diapo, un intérêt social, institutionnel assez fort à s'intéresser alors à l'ingénierie de parcours, à l'étude, enfin au suivi, à l'accompagnement, à la gestion de parcours professionnel. Vous avez, comme vous le savez aussi bien que moi, je pense, tous les 3-4 ans environ, ça dépend des périodes, une nouvelle loi de formation professionnelle continue. Vous avez celle de septembre 2018, sauf erreur du 4 septembre 2018, qui introduit d'ailleurs, c'est le premier cycle que vous avez. Alors je ne sais pas si vous allez voir ma souris, il est possible que non, bouger, mais c'est le GEPP, ou la GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. On voit bien que c'est inscrit, dans la loi
de 2018, et c'est une façon de dire, à la place de ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait auparavant, ce qu'on continue à appeler, puisque le dispositif continue à exister, la GPEC, et qu'on a tous connu, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui a longtemps été utilisée dans les entreprises, souvent pour anticiper à plusieurs années, et puis aujourd'hui plutôt à plusieurs mois, voire à un peu moins de plusieurs mois, puisque l'anticipation est devenue plus compliquée. Quelles sont les évolutions nécessaires en matière de compétences, de recrutement, bien sûr, de métiers en fonction de l'anticipation de l'évolution de l'entreprise sur son marché. Et donc là, il y a une inscription dans la loi, donc ça montre qu'il y a un intérêt institutionnel, et qui est souvent d'ailleurs, quand on regarde les lois de la formation professionnelle continue, c'est pas toujours le cas, mais quand on regarde, bon, je sais pas si vous avez un peu ce regard un peu sur depuis la loi de 71 et avec les premières lois significatives dans les années 80-90, vous avez quand même souvent une inscription dans la loi qui vient après une demande sociale ou institutionnelle assez forte. Donc on voit que c'est un peu le soutien au travers de la loi de cette initiative à penser davantage un accompagnement de parcours. Alors, vous avez un autre indicateur de cet intérêt ou de cette valorisation de la prise en compte des parcours et de l'accompagnement des parcours professionnels, c'est l'intérêt pour le mot carrière aujourd'hui. Vous avez tout un champ d'ailleurs, si je reviens aux travaux de recherche, que je n'aborderai pas directement, je n'en ai pas le temps, mais tout un champ qui s'appelle la carriérologie depuis d'ailleurs quelques dizaines d'années. Et l'idée, c'est de se dire, il faut prendre en compte aussi des étapes différentes dans l'itinéraire, la trajectoire professionnelle, pour comprendre et pour sans doute optimiser les moments ou les possibilités d'intervention auprès des personnes en matière de formation notamment. Eh bien, il faut l'inscrire dans la connaissance d'une trajectoire de vie qui n'est pas seulement une trajectoire professionnelle, mais aussi une trajectoire de vie au sens large. Et donc, on rejoint là une préoccupation forte qui apparaît aussi beaucoup sur l'alternance entre, évidemment, et la prise en compte de cette alternance entre vie privée et vie professionnelle. Donc derrière cela, il y a encore une fois toutes les questions liées aux transitions, reconversions, etc. professionnelles. Troisième intérêt ou troisième indicateur d'intérêt pour les parcours, c'est ce que je mentionnais, c'est le troisième tiret ou la troisième flèche plutôt, puisque ce sont des flèches sur cette page, c'est l'intérêt pour les notions, alors je ne vais pas développer parce que je n'en ai pas le temps, mais on pourrait y revenir si vous voulez, de développement professionnel qui est très utilisé aujourd'hui dans le champ de la formation, et aussi le mot professionnalisation qui a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, par exemple, vous avez un discours européen, là je l'ai mis entre parenthèses, très fort sur la professionnalisation durable. Alors on peut se dire derrière ça, il y a sans doute des effets de mode, des effets de discours, des effets de vocabulaire, certes. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de l'ordre du fait que l'on s'intéresse plus en tant qu'institution, en tant qu'entreprise, en tant que milieu de formation, à un processus de transformation continue sur la durée, donc sur le moyen-long terme, et pas seulement à des transformations immédiates, ponctuelles, qui nous satisferaient, et après on tourne la page et on passe à autre chose. Donc il y a bien l'idée d'inscrire ces transformations dans un moyen ou long terme que l'on essaye d'accompagner. Et derrière cela, vous avez beaucoup bien sûr de discours et d'initiatives, et notamment en lien avec cette intention de professionnalisation. Et puis, pour terminer, peut-être avoir, parce que c'est un peu abstrait tout ça dans un premier temps, mais comment on peut entendre cette question du parcours professionnel ou cette notion de parcours professionnel, on pourrait l'entendre comme étant un ensemble, c'est ce que vous avez en bas de cette première page, de séquences qui sont des étapes aussi, et qui sont choisies ou subies. Et ce sont des étapes, des séquences qu'une personne connaît tout au long de sa vie professionnelle. Et donc, on peut dire que, évidemment, ces séquences, ces étapes, ce sont d'abord des séquences et des étapes professionnelles, mais aussi qui sont entrecoupées par des périodes de vie, bien entendu. Et là, on voit bien quel est l'intérêt aussi d'introduire dans cette réflexion sur les parcours professionnels, tout en gardant évidemment les enjeux, tout en étant conforme aux enjeux de confidentialité, ça va de soi, une prise en compte aussi de ce qui déborde ou ce qui dépasse la vie professionnelle.
et qui pèsent sur elles, bien entendu. Alors, si j'avance un petit peu, quels sont les enjeux d'une ingénierie de parcours pour les entreprises et les individus? C'est une question importante parce que finalement, on pourrait se dire, oui, bon, c'est très bien, on voit bien l'intérêt a priori de regarder ou de situer la formation dans des trajectoires et de prendre en compte ces trajectoires, de les accompagner et de penser la formation en lien avec le développement de ces trajectoires. Mais quels sont les avantages et les intérêts pour les entreprises? A priori, on se dit ça complexifie quand même la tâche de la formation. Et quels sont les avantages pour les salariés? Est-ce que les avantages des uns sont les mêmes pour les autres ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas le cas? Alors pour les entreprises, il y a un certain nombre d'avantages, pour les salariés aussi, et puis il y a des avantages en commun, je crois aussi. Si on, bon, c'est une proposition, on pourra y revenir, mais quand on regarde un petit peu ce qui existe en tout cas, et nous avons aussi beaucoup de recherches aujourd'hui qui permettent de mettre au jour justement ce registre des avantages. Finalement, à quoi ça sert positivement d'accompagner, de penser des parcours par parcours dans les organisations. Eh bien, premier avantage, moi je le situe en première position, mais on pourrait tout à fait le situer en plus loin, hein, il n'y a pas forcément d'ordre, c'est quand on s'intéresse à des parcours professionnels, on est obligé de regarder ou de s'approcher un peu plus de l'activité professionnelle, des pratiques. Et c'est vrai que très souvent, la tendance, c'est quand même et c'est parce que c'est plus facile aussi. Et puis c'est aussi une condition de fonctionnement habituel des institutions et des organisations, c'est de penser davantage l'activité prescrite. Donc le travail tel qu'on veut qu'il soit. Par contre, regarder le travail tel qu'il est, effectivement, c'est un peu moins facile. Et pourtant, derrière cela, il y a des enjeux considérables parce que, évidemment, quand on a accès davantage au travail tel qu'il se développe, on a accès aussi au travail tel qu'il se transforme. Et donc, le fait d'accompagner des parcours et d'avoir une entrée par les parcours, ça oblige en quelque sorte à regarder peut-être de façon plus proche l'activité professionnelle telle qu'elle se fait et pas seulement telle qu'elle est attendue. Et ça permet justement, en faisant cela, d'anticiper ou d'accompagner des évolutions de métier beaucoup plus facilement et de sortir d'une seule logique, par exemple, de définition de métier ou d'évolution de métier selon une logique prescriptive qui est souvent définie par les uns pour les autres. Là, en quelque sorte, elle est incarnée, cette évolution de métier. C'est la même chose pour la définition de nouveaux métiers, la réflexion qu'on peut avoir concernant la mise en place de filières de mobilité interne, etc., etc. Autre avantage probablement, c'est donc le premier, c'est plutôt de rendre plus facile, si vous voulez, et plus connecté à des évolutions in situ des activités et des pratiques, la question de l'évolution et de la définition de nouveaux métiers, l'évolution des métiers et la définition de nouveaux métiers. Le deuxième, c'est de faire avec les salariés ce travail de définition des évolutions des métiers et également de définition de nouveaux métiers. Et c'est pas nouveau, c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle. Il n'a pas fallu attendre cet intérêt pour l'accompagnement des parcours pour le faire. Tout le monde a peut-être en mémoire les travaux de Bertrand Schwartz du début des années 80 autour des, j'ai indiqué ici NQ, ces nouvelles qualifications, je n'ai pas le temps de développer, mais un ensemble de dispositifs qui visait justement à associer les salariés à la définition des métiers de demain. Et donc, ce travail par les parcours fait que nécessairement, on associe les gens à cette réflexion sur les évolutions de métiers et sur la construction de nouveaux métiers. Et ça permet aussi, bien sûr, de lever des résistances au changement qui sont souvent liées, et c'est naturel, tout le monde le vit là où il est, à l'incertitude. L'incertitude est évidemment difficile à vivre, la non-maîtrise de la définition, des définitions nouvelles d'activités, des prescriptions nouvelles, etc., des nouvelles normes au travail, tout ça est source évidemment de résistance.
Et c'est normal. Là, c'est comme si, d'une certaine façon, il y avait une participation directe des personnes qui sont d'abord concernées par la réalisation de ces étapes et de ces parcours professionnels à la définition des changements et des évolutions de métier ou de profession. Ça permet aussi, autre point, de favoriser la montée en compétences, l'efficacité continue des personnes au travail, parce qu'on est au plus près, encore une fois, de ce qui se passe réellement en situation de travail. Et puis ça permet sans doute aussi, des travaux le montrent, hein, de fidéliser davantage dans des secteurs où justement la rotation, le turnover est plus important. Donc de favoriser la fidélisation des salariés, notamment parce que, et c'est ce qui est indiqué ici, il y a un effort de reconnaissance de l'expérience et il y a un effort pour la consolider, cette expérience. C'est tout l'enjeu aussi d'une approche par parcours. Et puis, évidemment, en conclusion, j'allais dire de ce point-là, c'est le fait de renforcer l'implication professionnelle et donc une certaine performance collective. Voilà. Donc, il y aurait sans doute un certain nombre d'avantages pour côté entreprise. Et puis, pour les salariés, il y a probablement aussi des avantages qui ne sont pas tout à fait les mêmes, bien entendu, mais je pense à, par exemple, le fait de sécuriser l'emploi, son emploi et son devenir professionnel, parce que comme on est dans un travail d'accompagnement, donc l'accent est mis en permanence sur les étapes à venir qui peuvent être franchies, sur la définition, la précision d'un projet professionnel, donc du coup l'anticipation d'étapes de formation éventuelles. Donc dès lors qu'il y a anticipation, il n'y a pas rupture. On le vit de façon souple. Donc ça permet de mieux vivre les différentes périodes de transition et ça permet en même temps d'apprendre pour soi, d'apprendre à se projeter sur le moyen et le long terme. Donc c'est aussi un des apprentissages, parce que très souvent, lorsqu'on vit des moments circonscrits de formation, on sait ce qu'on apprend le plus souvent à l'occasion de la formation, puisqu'il y a un travail souvent de précision des objectifs de la formation en début de formation, puis un travail d'évaluation à la fin, ou de façon différée, ça dépend comment elle est menée, mais on n'a pas forcément un travail de réflexion sur la façon dont cette formation s'insère dans une trajectoire et comment elle détermine peut-être une évolution professionnelle et surtout comment elle peut provoquer cette évolution professionnelle et comment elle permet d'anticiper ou d'envisager d'autres étapes. Donc là, précisément, le fait d'accompagner des parcours, c'est conduire à ce que les personnes développent cette réflexion méta et donc apprennent à se projeter sur le moyen et le long terme. Ça favorise la construction, évidemment, c'est le titre de cette intervention, la construction des projets professionnels. Ça permet aussi plutôt de saisir positivement plutôt que de subir des opportunités d'évolution, parce qu'il y a ce travail d'anticipation qui est fait, d'accompagnement, et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, on le sait tous et toutes, bien des situations de transition d'évolution professionnelle sont parfois vécues comme étant des sources de souffrance professionnelle, parce que ce sont des ruptures, ce sont des transitions subies, même celles parfois qui sont choisies, parce qu'on n'avait pas tous les éléments en main. Donc là, le fait de travailler sur ces étapes, de les accompagner, ça permet de prendre aussi un certain nombre de décisions qui sont véritablement pensées. Ça permet de donner du sens évidemment aussi à son parcours en le construisant, avoir le sentiment de sa maîtrise et non d'être ballotté par les événements provoqués par l'externe. Ça, c'est un point probablement aussi important. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, c'est à la fois un avantage côté entreprise, mais aussi de fidélisation, mais aussi côté salarié, c'est de faire en sorte que son expérience produite in situ, en situation de travail, fasse l'objet d'une reconnaissance. Il semble difficile d'envisager un accompagnement et une gestion de parcours professionnel, une ingénierie de parcours, sans être dans un travail
plein et entier de reconnaissance, donc d'identification et de reconnaissance et de valorisation des acquis d'expérience, indépendamment de tout bilan, bien sûr, de compétences, de toute VAE, ce qui est un dispositif encore plus exigeant puisqu'il y a une certification. On voit bien que ça suppose d'aller jusqu'au bout de la démarche et ça, c'est évidemment une revendication importante, exprimée ou non exprimée par tout salarié, c'est de faire reconnaître et de voir la contrepartie de la reconnaissance de son expérience. Et ça passe par exemple par des possibilités de promotion, mais aussi d'amélioration de sa rémunération, etc., ce qu'on comprend très bien, hein, ce qui est un motif important qui fait aussi partie de l'implication au travail. Et puis, sans doute, si on va plus loin, et un peu sous forme de conclusion, c'est apprendre à gérer son propre parcours, bien sûr, parce que in fine, l'enjeu, c'est peut-être pas l'émancipation totale et entière de tous les contextes institutionnels, sinon on fait exploser les organisations, mais c'est faire en sorte que les gens prennent un peu plus en main leur parcours et soient des interlocuteurs aussi éclairés sur cette question. Et conjointement pour les entreprises et les salariés, on pourrait dire il y a sans doute au moins deux enjeux. Le premier, c'est sans doute, je commencerai par le dernier, en fait le deuxième qui est sur la liste là, en bas de page, c'est construire effectivement le dialogue social entre direction, représentants du personnel et salariés, parce que quand on entre par des parcours, on est obligé de mettre en place effectivement toute une réflexion qui a des incidences non seulement sur la façon de faire la formation, mais sur la façon de penser et de parler du travail. Donc là, on est avec ce type de démarche, on est dans une articulation forte entre des enjeux du travail et des enjeux de la formation, et puis des enjeux aussi stratégiques liés à l'évolution, à la projection de ce que veut être l'entreprise, l'organisation dans les années à venir. Et puis ça rejoint un enjeu qui a été comme quoi ce n'est pas une affaire si récente, hein, et l'enjeu n'est pas évidemment est assez ancien. Je pense c'est une formule que vous connaissez sans doute d'Antoine Riboud, qui était PDG de BSN dans les années 80 et qui a lancé l'idée d'organisation qualifiante. Et à l'époque, il parlait de donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est à l'époque où, avec les fortes restructurations qui commençaient ou qui débutaient, les entreprises, disait-il, avaient besoin de compter sur les salariés pour opérer des changements importants, mais à condition qu'on puisse reconnaître l'expérience produite par chacun à cette occasion pour en faire un facteur de promotion, de mobilité, etc. Il ne parlait pas alors de parcours, mais il parlait bien d'une logique de donnant-donnant. Et je pense que ça s'inscrit bien là aussi, cette question de l'accompagnement des parcours et la gestion et l'ingénierie de parcours. Alors, évidemment, parler d'une ingénierie de parcours, vous l'avez vu, enfin j'ai commencé par ça tout à l'heure, c'est assez cohérent avec les évolutions des différentes lois, enfin pas les évolutions, mais enfin les différentes lois depuis maintenant, on va dire 15, 16, 17 ans, de la formation professionnelle continue. Si je remonte pas trop loin, parce qu'on pourrait remonter encore plus loin, hein, depuis la loi de 71, mais si on remonte à la loi de 2004 que tout le monde connaît, je pense, qui est la loi qui a fondé une approche de la formation inscrite dans une démarche, dans une trajectoire tout au long de la vie, c'est la formation tout au long de la vie. Vous avez l'introduction progressive, bien sûr, alors après la validation des acquis professionnels, la validation des acquis d'expérience, qui va aussi dans le sens de cette prise en compte du parcours, parce que la validation des acquis d'expérience consiste à dire on s'inscrit à une certification et pour voir si on l'obtient totalement à partir de notre expérience, on va faire un travail d'identification et de formalisation de notre expérience en lien avec le référentiel souvent de compétences de cette certification. Et évidemment, en faisant cela, on est en train de s'inscrire dans une démarche de parcours parce qu'on prend en compte le passé qu'on essaie de formaliser et le mettre en relation avec un présent, notamment un référentiel de compétences et une évolution professionnelle sans doute à la clé.
Le conseil en évolution professionnelle évidemment ne fait qu'appuyer cet intérêt pour l'entrée par les parcours. Évidemment, la loi Avenir professionnel de septembre 2018, j'en ai parlé tout à l'heure, l'introduction de la gestion des emplois et des parcours professionnels, etc. Donc tout ça traduit l'intérêt pour la gestion de parcours professionnels, au-delà d'interventions ponctuelles de formation, c'est inscrire ces interventions ponctuelles de formation, j'y reviendrai tout à l'heure, en lien avec le déroulement d'un itinéraire, mais c'est aussi penser que les apprentissages ou la professionnalisation, c'est-à-dire la fabrication d'un professionnel, ce qui fait que quelqu'un est professionnel et la façon dont il se construit professionnellement, ça ne passe pas que par la formation, mais ça passe par d'autres moments qui sont des moments d'exercice du travail, qui sont des moments tiers. Donc, il y a une diversification aussi des ressources et des moyens. C'est ça aussi qu'introduit cette perspective. Alors, page suivante peut-être, ça suppose, on le comprend bien, si on entre par des parcours, d'individualiser, voire de personnaliser. Alors il y a, sans rentrer dans les détails, il y a une petite différence entre individualiser et personnaliser, hein, ça fait référence à notamment à des réflexions maintenant un peu anciennes dans le champ de la formation dont vous avez sans doute connaissance. Je pense par exemple aux ateliers de pédagogie personnalisée des années 80, qui ont maintenant disparu, mais le label est resté, en disant que la personnalisation, c'est bien entendu le fait de s'intéresser véritablement à l'originalité, au sens premier du terme, du parcours d'une personne en fonction de ce qu'elle est. L'individualisation est à un niveau un peu moins, on pourrait dire qu'on passe du prêt-à-porter au sur-mesure d'une certaine façon. Alors, ça suppose évidemment la mise en place de systèmes plus souples. Là, j'ai mis quelques exemples, par exemple la modularisation de la formation, mais c'est pas même, mais sans doute et, ça consiste aussi à remettre au cœur du dispositif une question fort ancienne, c'est la question des besoins. Mais pas seulement, là j'ai mis besoin tout court et pas seulement les besoins en formation. Souvent on raisonne en besoins en formation, mais il n'y a pas que les besoins en formation, il y a les besoins en développement professionnel aussi, qui renvoient aussi beaucoup plus largement de façon beaucoup plus large que les besoins en formation. Ça passe aussi par des formes d'accompagnement en situation de travail. Aujourd'hui, j'en reparlerai tout à l'heure, vous avez depuis la loi de 2018, la loi de la formation professionnelle continue de septembre 2018, la proposition d'autres formes. Comme vous le savez peut-être, la seule situation de formation externe aux situations de travail n'est plus la seule définition, pardon, je m'y prends mal dans l'expression, dans l'explication, je veux dire que la définition d'un moment de formation ne se résume plus à un moment de formation hors situation de travail. Maintenant, la situation de travail, sous certaines conditions, peut être considérée, c'est ce qu'on appelle les AST ou les FEST, les AFEST, c'est-à-dire les actions de formation en situation de travail ou l'apprentissage en situation de travail. La situation de travail peut être aussi identifiée comme une source d'apprentissage sous certaines conditions. Bon, on pourrait rentrer dans le détail, hein. Donc on voit bien qu'il y a une diversification au-delà du schéma traditionnel de la situation de formation en salle hors situation de travail, et donc ça veut dire aussi que des formes d'accompagnement en situation de travail, mais des formes de travail peuvent être reconnues comme étant des moments clés dans le développement d'un parcours professionnel. L'enjeu, bien entendu, si on individualise ou on personnalise, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais quid de la certification? Parce qu'à un certain moment, il faut pouvoir rapporter ça à des certifications existantes, sinon les gens vont peut-être pas s'y retrouver dans la valorisation de leur itinéraire à l'extérieur. Vous avez eu beaucoup de travaux montrent, par exemple, que dans un certain nombre de lieux, il y a des intentions, des initiatives de formation qui sont tout à fait louables, mais comme ce sont des formations
et parfois des formations et aussi une façon d'organiser le travail de façon à développer un certain nombre de compétences, mais qui reste très attachée aux situations de travail parce qu'il n'y a pas cette préoccupation pour la mise en relation avec des certifications. Alors là, on pourrait faire le lien avec, évidemment, je pense que ça vous parlera aussi à l'expérience depuis très très longtemps du CNAM sous forme de briques de compétences, de la prise en compte de l'expérience dans la formation, mais aussi si je prenais un exemple industriel dans le champ de, notamment c'est une entreprise de fonderie que je connais assez bien, qui a mis en place depuis longtemps un dispositif multifacette, j'allais dire, expérience de travail, formation, auto-formation, accompagnement professionnel, en faisant en sorte que l'expérience développée, les compétences développées puissent être rattachées systématiquement à des CQP existants et permettre de valider des briques de CQP en quelque sorte. Bon. Donc l'enjeu de la certification, il est évidemment, le lien avec la certification, il est important. On voit bien quels sont les enjeux de reconnaissance au-delà, bien sûr, à l'externe. Ça suppose d'inscrire aussi, autre point, des dispositifs dans des temporalités et des rythmes variés, puisqu'on le pressent, il y a plusieurs modalités quand on parle de parcours. Il n'y a pas que la formation, il y a bien d'autres, et puis c'est pas la même, c'est pas les mêmes temporalités pour les uns et les autres. Donc il y a des temporalités et des rythmes variés, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de gérer ça. C'est compliqué dans une organisation de gérer ça. Et donc, au final, quand on parle de parcours, on parle d'individualisation, de personnalisation, mais du coup, évidemment, on pressent qu'il y a peut-être parfois une articulation qui n'est pas si heureuse que ça, et parfois source de tension entre le projet des individus et le projet de l'organisation. Et ça suppose évidemment que l'organisation accepte de mettre un peu au centre quand même celui de l'individu. Sinon, on est dans une logique de parcours prescrite en fonction des intentions et de l'itinéraire tracé par les organisations pour les individus. Et là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes intentions, bien entendu. Je crois que vous le cernez assez facilement. Donc ça suppose une certaine approche du rapport entre individu et organisation, je crois, une certaine conviction. Il y a certaines convictions derrière le fait de s'engager dans une ingénierie de parcours. Ça veut dire qu'on pense d'une certaine façon la place des différents acteurs dans l'organisation. Ça, je crois que c'est un point important. Alors, cela conduit à positionner autrement la formation parce qu'on voit bien que l'enjeu, c'est d'articuler des moments, des moyens, des moyens, oui, on peut dire, différents, variés, la formation étant un des moyens, mais pas le seul. Par exemple, j'y reviendrai, le bilan de compétences, à la faveur d'un exemple, ce que j'appelais tout à l'heure et ce que la loi de 2018 a introduit après une expérimentation, les AFEST ou l'AST, j'en parlais tout à l'heure, les entretiens de conseil en évolution professionnelle, le stage de formation, l'accompagnement au travail, etc. Il y a une diversité de moyens aujourd'hui, y compris inscrits dans la loi comme étant des possibilités qui font que, eh bien, quand on parle de parcours, effectivement, on ne parle plus seulement d'une situation de formation formelle. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on pourrait dire qu'on est bien dans une logique de formation tout au long de la vie, mais qui est étroitement articulée, je suis désolé, j'ai mis en gras et souligné, donc ça fait un peu insistant, à une logique d'orientation tout au long de la vie. Et vous avez là aujourd'hui aussi beaucoup en tout cas d'intérêt à travailler ces questions de façon articulée, orientation et formation, mais en le sortant des enjeux simplement scolaires, et pour le penser au niveau d'un itinéraire professionnel, d'un itinéraire de vie au-delà. Alors, si je voulais prendre un exemple peut-être pour donner un petit peu plus de corps
oui, pour tout simplement incarner un peu plus tout cela, je pourrais prendre l'exemple dans un contexte que je connais bien, l'exemple d'une ingénieure d'études, par exemple, c'est un exemple réel, hein, qui travaille dans un laboratoire de recherche universitaire et qui, depuis une dizaine d'années, au fur et à mesure du temps, s'est forgé des compétences parce qu'elle est intéressée par ces techniques, des compétences en analyse de données qualitatives ou quantitatives. C'est principalement en s'auto-formant d'ailleurs sur ces questions qu'elle a développé cette expertise, parce qu'elle est passionnée par les logiciels, les applications, etc. Et aujourd'hui, elle forme d'ailleurs, ce qu'elle ne faisait pas il y a 10 ans, mais grâce à cette expérience et à cette expertise développée, elle forme des doctorants et même des enseignants-chercheurs du laboratoire, de son laboratoire, sur ces questions. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran quelques secondes pour vous présenter cet exemple. Et il se trouve que le directeur de son laboratoire donc fait le point ou a fait le point régulièrement avec elle sur ses souhaits en matière de formation, d'évolution professionnelle, ce qui l'a conduit à faire un bilan de compétences pour formaliser notamment ses acquis d'expérience, des acquis d'expérience dont n'avait pas connaissance l'université. Le laboratoire en avait connaissance puisqu'il en bénéficiait via la formation des doctorants, des enseignants-chercheurs, mais pas l'université qui est son employeur. Et donc, ça a permis à l'université aussi de prendre connaissance et l'enjeu était un enjeu aussi de reconnaissance de cette expertise qui existe, sous forme par exemple d'une prime et notamment de la possibilité d'argumenter pour obtenir cette reconnaissance de l'expérience. Ce bilan de compétences lui a conduit aussi à, donc ce bilan de compétences a été discuté entre l'ingénieur d'études et le directeur du laboratoire. Et à la suite, l'idée a été de suivre ou de participer à un atelier de réflexion sur l'évolution professionnelle, notamment quelles évolutions possibles au-delà du métier d'ingénieur d'études, qu'est-ce qu'il est possible de faire, notamment dans ce domaine des analyses qualitatives et quantitatives. Et ça a permis à cet ingénieur d'études de comprendre, grâce à cet atelier, qu'il y avait peut-être une perspective du côté des emplois ou des postes de chargé de recherche. Mais cela suppose évidemment une reprise de formation, à la fois une reconnaissance des acquis d'expérience et une reprise de formation avec probablement un concours à un certain moment à passer. Donc, elle parle de cette expérience, de ces informations recueillies, l'échange de ces informations recueillies avec son directeur de laboratoire, qui lui propose d'aller voir un chargé de recherche d'un autre laboratoire pour se faire une petite idée de la différence des activités professionnelles, des responsabilités, avant de faire un choix définitif. Et donc, elle a passé un certain nombre de journées en doublon, en tout cas, il y a des échanges avec ce chargé de recherche. Il y a eu un accompagnement professionnel et ensuite un débriefing avec le directeur de laboratoire qui l'a conduit à envisager de reprendre une formation, l'a confirmé dans son intérêt. Et ensuite, tous les deux ont participé donc au remplissage du dossier de départ en formation, notamment en mettant en avant les acquis d'expérience. Et donc, on peut dire, si vous voulez, dans cet exemple, que on est dans une situation où, finalement, d'une certaine façon, le directeur de laboratoire est en train d'accompagner, alors bien sûr, il ne le détermine pas totalement, mais de favoriser et d'accompagner certaines étapes à un instant T, T+1, T+2, T+3 du parcours professionnel de cet ingénieur d'études qui se pose des questions sur son avenir, qui a des acquis d'expérience qui sont restés implicites, informels, et donc qui l'encourage à les formaliser, qui l'encourage aussi à aller vers une formation, à découvrir un autre métier, etc. Donc ça, on pourrait dire qu'on est là typiquement, alors on pourrait prendre d'autres exemples, bien entendu, dans l'accompagnement d'un parcours. Alors, je vais reprendre le partage, si vous voulez bien, de l'écran. Je pense que vous voyez mon écran à nouveau.
peut-être pour deux dernières diapos, on voit bien dans cet exemple, et on pourrait prendre d'autres exemples, que quand on parle d'ingénierie de parcours, on est sur une multiplicité, il y a une palette de moyens qui sont à combiner. L'enjeu est celui-ci, mais pas à combiner, évidemment, on se pressent bien n'importe comment. Ça dépend à chaque fois de la situation particulière, de celui ou celle qu'on a en face de soi. Donc, si on essaye de récapituler les moyens disponibles à côté de la formation formelle qu'on connaît bien, donc je ne l'ai pas rappelé là, mais évidemment, c'est un élément important. Vous avez bien sûr le bilan de compétences, par exemple, qui permet de mettre au jour des acquis d'expérience. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle la réflexion sur l'évolution professionnelle ou les apports d'informations sur les opportunités d'évolution professionnelle, l'aide à la reconversion et à la transition professionnelle. Vous avez un certain nombre de dispositifs. Par exemple, vous avez des ateliers au CNFPT, c'est l'exemple que je prends là, qui sont mis en place depuis un certain nombre d'années, qui aident les salariés ou les agents du CNFPT à envisager des possibilités d'évolution interne en prenant connaissance évidemment des pistes ou des postes disponibles, des possibilités de départ en formation, etc. Il y a une exigence, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça ne concerne pas que le CNFPT, c'est en général, c'est à condition qu'il y ait des filières de mobilité interne, et c'est pas toujours le cas, parfois elles sont très réduites dans les entreprises, donc ça c'est évidemment une difficulté quand on pense trajectoire, c'est aussi avoir en contrepartie la possibilité d'aller jusqu'au bout de la logique et de favoriser une mobilité interne. Ça suppose d'avoir des filières de mobilité interne. Autre exemple de moyen, c'est s'immerger dans des situations de travail différentes, ce qu'a fait l'ingénieur d'études, l'IGE dans cet exemple tout à l'heure, pour aller voir un autre métier, c'est pour voir un autre métier et voir si c'est ça qu'on veut faire ou pas. Alors, ça peut être un temps aussi, un temps de découverte. Suivre des formations courtes, hors situation de travail, formation clinique ou en situation de travail avec accompagnement. C'est ce que permet maintenant, et reconnu donc finançable au titre de la formation continue, la loi de 2018 au travers des actions de formation en situation de travail. S'inscrire bien sûr en VAE. La VAE, beaucoup de travaux le montrent, à la fois québécois et français, je pense particulièrement à certains collègues, que la VAE, c'est pas seulement un moyen de mettre au jour et de formaliser des acquis d'expérience et ainsi de pouvoir montrer quelle est l'équivalence par rapport à un référentiel de compétences visé au titre d'une formation, puisque c'est en lien avec l'inscription à une certification ou un diplôme, mais c'est aussi une façon, en faisant la VAE, d'apprendre beaucoup sur soi. Donc c'est aussi, on pourrait dire, presque un moment de formation et d'apprentissage, la VAE. Et évidemment, l'enjeu, c'est d'inscrire, alors on pourra en penser à d'autres moments, d'autres moyens, mais ces différents moyens au bon moment, en fonction des phases de la vie professionnelle, personnelle et sociale. Bon. C'est là où il y a une collaboration étroite à penser entre, bien sûr, l'ingénieur de parcours, si cette figure existe à un moment ou à un autre, et le salarié lui-même pour l'inscrire dans une trajectoire globale. En conclusion, je dirais, parce que je pris peut-être un petit peu trop de temps, je vous prie de m'en excuser, je dirais que l'orchestration de ces différents moyens au bon moment, ça nécessite une expertise particulière. En fait, on sent bien que si on parle d'ingénierie de parcours, ça suppose, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut parler d'ingénieur de parcours ? Mais en tout cas de personnes qui pourraient avoir une expertise dans le domaine, certes de la formation, mais plus largement de ce qu'est l'accompagnement d'un parcours professionnel, avec la diversité des moyens mobilisables, la formation en faisant partie, mais il y en a d'autres. Et donc ça nécessite sans doute un rôle qui n'est pas qu'un rôle de formation, mais aussi de conseilleur, d'organisateur, de facilitateur, et on pourrait multiplier, on pourrait en découvrir d'autres. Ça suppose aussi des connaissances pour cet ingénieur, s'il existe un ingénieur de parcours, une connaissance globale
qui n'est pas seulement une connaissance d'un champ d'expertise, par exemple, si je suis formateur dans le domaine de la chimie, je suis un spécialiste de tel et tel, hein, mais c'est quelqu'un qui également a une connaissance de la façon dont se construisent les itinéraires adultes, les obstacles, comment les gens vivent leur parcours, quels sont les leviers pour favoriser des transitions. Et aujourd'hui, heureusement, on n'avait pas ça il y a une vingtaine d'années sans doute, mais nous avons aujourd'hui des travaux de recherche qui permettent d'avoir des connaissances utiles pour, nous aider à mieux comprendre comment se construit un itinéraire, un parcours adulte et comment on peut intervenir de telle et telle façon, peut-être éviter tel obstacle, etc. Puisqu'il y a un certain nombre de travaux de recherche qui se sont développés depuis maintenant une vingtaine d'années sur ces questions-là. Donc, ça suppose aussi un certain nombre de connaissances de la part de ce professionnel sur la palette des moyens disponibles, bien sûr, et actionnables, hein, mais aussi des connaissances sur les enjeux d'évolution du travail et des métiers, parce que derrière cet accompagnement de parcours, il n'y a pas que l'accompagnement d'un individu, d'un salarié qui est d'abord une personne en fonction de sa trajectoire passée, de ses projets à venir et l'aider à définir ses projets à venir et l'orienter vers des lui proposer aussi des étapes qui permettent d'accéder à ces projets. Mais il y a aussi derrière cela, plus largement, l'inscription de cette personne dans un métier et la façon dont ce métier bouge. Le fait de transiger à un certain moment entre projet des individus et projet des organisations. Vous voyez, c'est finalement une expertise assez complexe et assez globale. Donc c'est on pourrait dire, une professionnalité propre. Qui serait celle sans doute de l'ingénierie de parcours. Voilà, je vous prie de m'excuser, j'ai probablement un peu dépassé le temps imparti, mais je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Je vais arrêter le partage peut-être. Très bien, merci beaucoup Richard pour cet exposé. J'essaie de remettre ma caméra. Voici. Des questions maintenant et de vos remarques. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans nos différents échanges avec le réseau RF, des collègues au niveau du CLFP. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé. Là, vous avez partagé avec nous nous éclairs ou aussi un certain nombre de questions. Aussi, j'ai ces collègues peut-être, alors il y a des petites mains qu'on peut lever, des grandes mains d'ailleurs avec pas réponse. Philippe, c'est un peu haché ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on n'a pas tout entendu ce que tu as dit. Oui, je suis dans la même situation, oui, effectivement. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être un problème de son. Je vais essayer de régler. Stéphanie a levé la main. Oui, alors je vais mettre la vidéo, ce sera plus correct. Bonjour, je suis Stéphanie Bréhin, je suis directrice des services. Je suis directrice des services d'appui du centre de Toulouse. Alors moi, je suis. Merci d'abord pour votre prise de parole et votre exposé. Je suis assez sensible à tout ce que vous avez dit sur les enjeux d'une ingénierie de parcours, aux différents niveaux pour l'entreprise, pour l'individu et puis pour les deux, parce que ça rejoint, en cela en tout cas, moi je trouve qu'il y a des liens forts avec les grands concepts de la QVT, de la qualité de vie au travail, telle qu'on la pense et qu'on essaie de la mettre en œuvre aujourd'hui, le travail sur le travail, la réflexion sur le travail, non pas prescrit mais réel. Alors, je suis désolée, il y a des travaux, vous entendrez peut-être un peu de bruit. Alors, moi, j'ai des questions. En fait, c'est des questions, alors, pardon, elles seront volontairement basiques puisque je ne suis pas une professionnelle de la formation, mais j'ai des questions plutôt des remarques. On va vers de l'individualisation et de la personnalisation des parcours. Ça peut, alors, je perçois que ça peut, dans nos organisations, sembler peut-être pas tout à fait cohérent ou pas tout à fait conforme avec notre approche
égalitaire et collective à la fois de nos organisations du travail et puis de tout ce qui a été tout ce qui est mis en œuvre côté formation. Ça change aussi, hein, je pense, les approches des responsables formation. Et moi, je me posais la question moi, je suis convaincue que les départs en formation sur les acquis d'expérience et puis l'accompagnement des étapes qui implique qu'un agent reparte en formation, c'est un investissement sur l'avenir, mais je pose quand même la question de l'acceptabilité en fait, de cette individualisation par le collectif de travail à des moments où un agent peut repartir en formation alors que il y a de la tension par ailleurs sur les activités, sur le reste des équipes. Et si c'est un investissement sur l'avenir, ça peut aussi être vécu comme un transfert de charge par l'environnement. Donc, complètement d'accord avec vous sur la nécessité d'une approche globale qui sorte simplement de l'approche scolaire de la formation. Donc, en fait, je n'ai pas trop posé de questions, mais juste relevé des sujets qui peuvent être des sujets de questionnement aujourd'hui, soit des managers, soit des responsables de formation aux différents niveaux de l'Institut. Est-ce que je procède intervention par intervention? Oui, j'en attends quelques-unes comme vous voulez. D'accord. Alors, merci pour ces éléments. Le lien avec la qualité de vie au travail est évidemment important. Je ne l'ai pas fait là spontanément, mais j'ai abordé un peu de façon indirecte. Mais vous avez raison, on voit bien qu'il y a quelque chose, qui a un lien fort à faire. La question, bon, vous ne me le posez pas véritablement sous forme de question, mais on peut le pressentir. Est-ce que ça ne rompt pas à un certain moment? Moi, j'ai pressenti qu'il y avait deux questions peut-être en filigrane dans votre intervention. C'est est-ce que cette individualisation peut remettre en cause un principe d'égalité ou d'équité entre les professionnels? Certains partiraient plus, alors ou bien en formation ou autre chose, etc. Et puis d'autres pas. Bon. Et puis il y a la question aussi et vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a des exemples, moi j'ai des exemples de ce genre où ça pose quand même problème, c'est l'acceptabilité par le collectif de travail, et notamment les risques de rupture et de création de tensions finalement dans des collectifs de travail, parce que certains partent ou font autre chose, il y a des étapes de vie, des étapes intermédiaires où on sort les gens finalement, et puis il y a un accompagnement de l'organisation pour faire en sorte que les gens aient peut-être une mobilité ascendante plus facile que d'autres, etc. Ce sont de vraies questions, mais c'est là où on voit, à mon avis, enfin, il me semble que le dialogue social est important. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça suppose une ingénierie de parcours, qu'il y ait une habitude, ou en tout cas que la création des bases et de l'habitude d'un dialogue social plein et entier soit présente. Et puis peut-être de penser différemment les questions d'égalité et d'équité. Alors je ne sais pas si vous me suivrez sur ce terrain-là, mais je pense que ce qui est important, c'est plus l'équité que l'égalité, il me semble, au sens où il faut que chacun ait la possibilité de pouvoir disposer des mêmes opportunités en lien, ou des mêmes possibilités d'opportunités. Bien sûr, les parcours seront différents. C'est pas forcément l'égalité au sens de chacun le même parcours, avec les mêmes étapes, etc. Sinon, on est dans la standardisation et on est d'une certaine façon, une absence d'ingénierie de parcours. L'ingénierie suppose qu'il y ait quand même la construction d'itinéraires particuliers, vous l'avez dit, adaptés aux besoins et à la rencontre, c'est ça qui est important, des besoins d'une personne, d'un salarié, et des besoins de l'organisation. Parce que si on ne satisfait que les besoins des salariés sans satisfaire un peu les besoins de l'organisation, ça va poser rapidement problème. Donc on voit bien qu'on est plus dans une logique d'équité d'accès aux moyens et à cette construction de parcours, plus que d'égalité des parcours. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je pense que s'agissant des tensions que ça peut produire éventuellement dans les collectifs de travail, je pense que ça passe
pense aussi, bien entendu, et c'est là où c'est compliqué, évidemment. Je pense qu'une logique une ingénierie de parcours, ça peut se penser dans une entreprise ou une organisation qui a une conception du travail, de la prescription du travail, qui est cohérente avec une ingénierie de parcours. C'est-à-dire qu'il faut, et vous avez raison, il faut que là, il faut intégrer absolument dans le management cette préoccupation. Probablement que cette expertise autour de l'ingénierie de parcours, elle est forcément partagée entre des professionnels différents, entre managers, probablement un spécialiste qu'on pourrait appeler un ingénieur de parcours qui a une vue d'ensemble, qui est un peu le chef d'orchestre, qui accompagne aussi, hein, mais ça suppose évidemment de traiter toutes ces questions en même temps, quoi. Bon, c'était juste une réaction à des questions qui n'en étaient pas vraiment, mais il y avait quand même des questions en filigrane derrière vos propos. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit là par Stéphanie puis par vous, Richard, s'agissant de l'individualisme, s'agissant de l'individualisation des parcours. Voilà. Et en fait, donc, vous avez abordé ça sous 2 angles, hein, l'angle managérial et l'angle de l'équité. Mais moi, c'est vrai qu'il y a une question que je me pose beaucoup en tant que accompagnateur de parcours, mais plutôt sous l'angle de la responsabilité de formation, hein, avec tout ce que ça a de limite, c'est justement l'équilibre à garder ou à trouver ou à re-questionner entre le collectivisme, je fais exprès d'utiliser des ismes là, et l'individualisme. Donc là, c'est pas vraiment une question, hein, mais je me dis qu'on est sur du sur-mesure individuel et qu'en fait, on était plutôt dans une culture d'entreprise qui faisait du sur-mesure collectif, quoi. Et il y a un risque de décrochage, je ne sais pas, je pressens, voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on peut suivre des formes, on doit réquestionner cet équilibre en tout cas. Voilà. Je ne suis pas extrêmement clair, hein, excusez-moi. Mais... Si, vous êtes très clair, oui. Moi, vous allez me dire, si je vous ai bien compris, en fait, et vous n'auriez pas totalement tort, hein, de mon point de vue, hein, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, par exemple, un ensemble de réflexions un peu critiques qui vont dans le sens du constat d'une montée de l'individualisme, du renvoi des individus à leurs propres responsabilités dans les organisations en général. Et c'est pas étranger non plus à ce mouvement de professionnalisation, hein, même si d'ailleurs c'est intéressant de le dire, mais ça demanderait plus de temps pour le développer, mais le mot professionnalisation, c'est d'abord des repères collectifs. Le premier usage du mot, c'est la construction d'une profession, donc de repères collectifs. Des gens qui s'entendent pour définir ensemble leurs activités, les faire reconnaître, etc., pour obtenir des moyens d'exercer. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ce mot professionnalisation, il est beaucoup utilisé en lien avec le développement au niveau des personnes, par les personnes elles-mêmes, de nouvelles compétences en continu, en situation de travail, pour accompagner les changements, améliorer l'efficacité du travail, etc. Donc il y a comme une espèce de... on est en train de tordre des références et vous voyez, je vais tout à fait dans ce sens, des références qui sont d'abord au départ des références collectives qui promeuvent des constructions collectives au profit finalement du renvoi des individus à leur propre logique et responsabilité de l'efficacité du travail. Donc moi je pense pas que quand on parle, alors il est clair que quand on parle d'ingénierie de parcours, d'accompagnement de parcours individuel, d'accompagnement de parcours professionnel, on est dans l'accompagnement de parcours forcément qui sont à chaque fois différents. Parce que si on veut véritablement faire un accompagnement de parcours professionnel, il faut rentrer dans la logique de l'itinéraire qui est forcément singulier,
d'une personne. Après, ça dépend comment on le pense et on l'organise, et comment, encore une fois, on l'accompagne d'une socialisation, excusez-moi pour le mot, c'est-à-dire qu'il faut en parler, il faut en faire quelque chose, il faut que ça puisse, être diffusé, puisse être connu dans l'organisation. Rien de pire que de constater que quelqu'un peut bénéficier d'un certain nombre de moyens à un certain moment pour l'aider dans sa trajectoire de mobilité. Et puis, ça va créer sans doute des tensions, des difficultés, de la concurrence. Il faut à minima que ce soit organisé en amont, et puis qu'il y ait une diffusion pour que tout le monde sache quelles sont les possibilités, et que ce qui est proposé aux uns peut être proposé aux autres. Et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ça fasse l'objet d'une négociation en amont et en continu. Donc, alors après, vous allez me dire, bien entendu, hein, c'est une négociation qui se fait et qui conduit à laisser un peu de côté peut-être ce qu'on appelle parfois les groupes professionnels, c'est-à-dire que c'est une négociation qui va dans le sens de ce que certains, par exemple, sociologues du travail, mentionnent comme étant une discussion plus directe entre les professionnels et leur direction d'entreprise, mettant de côté les repères collectifs, c'est-à-dire les groupes professionnels. Je pense que c'est un risque qui existe, mais si on approche l'ingénierie de parcours comme étant simplement, ou du point de vue simplement d'une procédure, il faut l'accompagner de tout ce dialogue social. Et si on sent que derrière, il y a des enjeux collectifs, par exemple liés au groupe professionnel, il faut les intégrer dans la réflexion, et notamment en lien avec l'évolution des métiers. Je disais tout à l'heure, moi, j'ai quelques exemples de situations où on voit bien que très souvent, cet accompagnement de parcours, elle accompagne une réflexion sur l'évolution d'un métier. Et ça doit pas se faire tout seul dans son coin, je veux dire, hein. Et évidemment, si on veut, il me semble, hein, si on veut être dans une approche équilibrée, il faut à minima que des représentants du groupe professionnel ou du métier puissent être associés à cette réflexion. C'est beaucoup plus facile lorsque le métier est un métier interne d'une entreprise, qui n'existe pas dans de très nombreuses entreprises, auquel cas c'est très compliqué de faire avancer la définition ou la redéfinition d'un métier au niveau d'un secteur ou intersectoriel. Voilà, je ne sais pas comment répondre autrement à votre... il me semble qu'il... Bon. Merci, vas-y Nicolas, je t'en prie. Oui, donc merci beaucoup pour cet exposé intéressant. Donc, à INRA, enfin ex-INRA, ex-IRCA, il y a une vieille tradition, entre guillemets, dans le sens de longue, plus d'une vingtaine d'années d'accompagnement des parcours. Quand même, au travers, nous avons un service dédié orientation professionnelle, avec des conseillères d'orientation qui jouent un peu, enfin même beaucoup, le rôle que vous avez décrit comme d'ingénieur parcours. Vous avez aussi dit qu'en face de ça, il faut que l'institution ait une politique de mobilité, ou je ne sais pas exactement les termes que vous avez utilisés. Moi, filière de mobilité. Oui, filière de mobilité, exactement. Filière, le mot filière. Je pense que là où on en est dans notre établissement, c'est surtout ça qu'il faut construire, en fait, hein. On a bien sûr qu'on travaille sur l'évolution des métiers avec les groupes métiers. Ça aussi, il y a une longue tradition de faire ça. Donc, pour ma part, l'idée, c'est plutôt que l'institution, aujourd'hui, soit plus transparente et soit plus organisée sur les parcours qu'elle peut proposer à ses agents à l'intérieur de ça, de façon à ce que les conseillères ou les ingénieurs d'ingénierie de parcours continuent le travail qu'elles font, parce que c'est des femmes d'ailleurs, qu'elles font, mais que l'institution soit plus au fait de ce qu'elle peut proposer, de façon à ce que les lieux d'atterrissage, les lieux d'évolution internes soient mieux connus, et que les agents soient institutionnellement accompagnés dans des filières de mobilité interne qui sont définies et pilotées par l'institution.
même si ça se fait, je dirais, un peu implicitement. Hein, je ne sais pas, Nadine, tu me diras oui, tu diras non, compléteras si tu veux, mais voilà. Mais je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, nous, par rapport à ça, par rapport à ces enjeux que vous avez décrits, c'est vraiment que du côté institutionnel, on soit plus transparent, plus organisé et plus proposant, en fait, quelque part. C'est faire une offre de parcours. Et aujourd'hui, me semble-t-il, cette offre est quand même assez timide, même si elle existe, mais elle est quand même timide. Très bien, je vous remercie. Oui, ça n'appelle pas forcément de commentaires de ma part, mais c'est une attente. La seule chose, c'est peut-être que vous avez des expériences ailleurs d'institutions ou d'entreprises qui ont réussi à faire ce travail-là, parce que c'est ça qui nous intéresserait, nous, de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment on peut faire évoluer ce métier d'ingénierie de parcours ou d'organisation, tout simplement, pour répondre à ces besoins. Vous voulez dire en termes de de définition de possibilités de mobilité interne. Oui. C'est ça. Oui. Ça suppose là. J'ai un exemple Bon, je ne sais pas si ça va vous aider. Je reprendrai volontiers l'exemple qui est peut-être le plus significatif à ce sujet de l'entreprise de fonderie dont je vous parlais tout à l'heure, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, mais qui est assez éloigné de la réalité, à mon avis, des métiers et des activités qui sont les vôtres. Donc, ça ne va peut-être pas vous parler, mais cette entreprise, en gros, a recruté pendant des années et des années des gens sur des postes ouvriers, donc c'est quand même assez différent des réalités de vos organisations, des gens qui ont été affectés sur des postes de travail, donc avec des intitulés précis. Mais au fil du temps, alors c'est là où peut-être il y a une connexion possible, mais je connais moins la réalité de vos organisations que vous, bien sûr. Au fil du temps, ce qui se passe dans pas mal d'entreprises, et c'est normal, pour des raisons, pour des enjeux d'évolution naturelle, de repositionnement sur le marché, de développement de nouveaux produits, etc. Le travail réel, c'est largement, écarté du travail prescrit. Et donc, l'entreprise s'est dit, il faut absolument à la fois qu'on pense à un meilleur recrutement plus efficace, parce que la pyramide des âges étant devenue défavorable, il va falloir qu'on renouvelle une partie de nos salariés. Et puis en même temps, il faut qu'on accompagne des changements. Et donc, l'entreprise a décidé de construire, alors c'est ce qu'elle a décidé de faire, c'est pas forcément un exemple, mais c'est une façon de faire. Elle a décidé de formaliser, de faire une analyse du travail sur les postes ouvriers et de construire des référentiels métiers au sens de référentiels de compétences avec des compétences spécifiques et à chaque fois des compétences génériques qui sont des possibilités de passerelle d'un métier à l'autre. Et comme ça, elle commence à construire une réflexion sur les possibilités de mobilité interne, à quelles conditions on peut passer d'un métier à un autre, via ces compétences génériques et le développement d'autres compétences, dès lors qu'on a repéré par l'analyse du travail quelles sont en quelque sorte les compétences qui sont particulièrement demandées et sollicitées à tel et tel poste de travail. Et donc, ça a supposé après de mettre en place des moyens divers. À d'abord un entretien professionnel pour essayer, pour les ouvriers volontaires, pour essayer de comprendre et de définir avec eux de façon projetée ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils pourraient faire, vers quel autre métier dans l'entreprise, est-ce que c'est chef d'équipe, etc., à quelles conditions en fonction de leur itinéraire passé ils pourraient, et ensuite de compléter pour obtenir cette mobilité ou cette promotion interne par à la fois, alors il y avait une proposition de formation formelle, mais aussi à l'époque ce qui s'est appelé une formation intégrée au travail. C'était un peu le précurseur, à l'époque c'est pas très ancien, mais enfin c'est avant la loi de 2018,
des actions de formation en situation de travail, et puis également des moments d'auto-formation dans un centre de ressources qui était conçu dans l'entreprise, donc à l'extérieur des ateliers, parce que la fonderie, ça fait beaucoup de bruit, hein, et qui permettait à un certain moment, avec un système particulier d'observation et d'accompagnement, de valider ses compétences acquises pour, etc. Voilà un exemple, et ça a supposé de remettre à plat en quelque sorte pour cette entreprise, hein, mais l'enjeu était important parce qu'il y avait eu un décrochage, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le travail prescrit et le travail réel, entre les intitulés des postes et puis l'expertise effective mobilisée par les ouvriers. Ça a supposé tout un travail d'analyse du travail en amont pour ensuite essayer de réfléchir aux passerelles possibles. En fait, d'une certaine façon, ce que montre cet exemple et puis d'autres exemples, c'est que l'ingénierie de parcours suppose forcément de bien connaître les métiers. Si on a une connaissance des métiers qui est une connaissance prescrite, c'est-à-dire sont des métiers formalisés, papier, c'est pas pareil que d'avoir une connaissance effective des métiers, de leurs évolutions. Mais normalement, une approche de type parcours conduit naturellement à avoir une connaissance beaucoup plus précise du métier réel, parce que on est en prise plus directe avec les conditions d'exercice des uns et des autres dans la définition, l'accompagnement de leur parcours. Voyez, donc c'est un cercle un peu vertueux, quoi, d'une certaine façon. Nadine, je crois que tu voulais prendre la parole. Alors après, par contre, je suis désolé, je suis un peu gardien du temps aussi. Non, je ne vais pas la prendre, Philippe. Je ne vais pas la prendre parce que j'allais dire des choses, mais c'est plus en échange individuel. Juste peut-être dire que je partage tout ce qui a été dit, en fait. Hein, je crois à la fois par M. Witorski et par Nicolas. Je pense que la connaissance des métiers est l'aspect fondamental pour les parcours, à la fois connaissance individuelle et connaissance institutionnelle. Et c'est probablement le chantier, de mon point de vue, quel que soit le biais auquel on y accédera, qui est probablement l'enjeu fondamental pour demain. Moi, je partage totalement ton point de vue, Nadine, et puis l'analyse aussi de Nicolas. Puis je rebondis sur ce que vous disiez, Richard, hein, sur l'importance effectivement aussi du dialogue social, hein, puis des enjeux aussi institutionnels, hein, qu'il faut bien calibrer, fixer. Et là, on s'inscrit aussi dans tous les travaux qu'on conduit là, depuis maintenant une petite année sur les rencontres nationales de la formation, sur toutes ces réflexions. Et je pense que voilà, c'est à partir aussi de ce dialogue et cette structuration institutionnelle qu'on pourra aussi avancer sur cette ingénierie de parcours et sur l'évolution de nos métiers.